L'histoire commence dans une pouponnière, avec une nouvelle-née nommée Mona. Quelques années plus tard, dans un parc, alors qu'elle mange une glace avec ses amis, une des filles remarque de la crème sur son visage et l'avertit. Mona l'essuie alors de sa joue et affiche un sourire angélique, faisant rougir tout le monde par sa mignonnerie. Un peu plus tard, alors qu'il joue à un jeu, un des garçons s'approche de Mona et lui demande de l'attraper, allant à l'encontre des règles où tout le monde est censé fuir. Au lieu de cela, tout le monde s'approche d'elle et lui demande de les attraper. Mona se décrit comme une reine des abeilles, car elle se démarque toujours partout où elle va. Quelques années plus tard, elle se réveille au son de son réveil et se précipite à l'école. En arrivant, tout le monde tourne la tête pour l'admirer, émerveillé par sa beauté. Une fois à l'école, elle est accueillie par une vague de salutations enthousiastes, auxquelles elle répond avec grâce. En entrant dans la classe, elle rencontre un garçon nommé Medaka et lui souhaite bonjour. Contrairement aux autres, il répond d'un ton neutre, sans sourire. Troublée par cette différence, Mona tente d'engager une conversation, espérant qu'il finira par succomber à son charme. Elle remarque qu'il ne porte pas d'uniforme et lui demande comment il a pu entrer ainsi. Pendant ce temps, les autres garçons de la classe sont jaloux de l'attention que Medaka reçoit de Mona. Cependant, Medaka ne semble pas apprécier l'interaction et lui demande de le laisser tranquille. Mona, perplexe face à son attitude, jette un coup d'œil à son téléphone et découvre qu'il aime les chats. Elle tente alors d'engager la conversation sur ce sujet, espérant éveiller son intérêt. Pendant qu'elle parle, elle adopte des mimiques de chat qui font fondre le reste des élèves, mais Medaka reste impassible. Il lui demande d'arrêter de lui parler, sauf si c'est vraiment nécessaire. Déconcertée, Mona repense à son passé. Depuis son enfance, elle a toujours été adorée et courtisée. Elle s'est habituée à être le centre de l'attention. Voir Medaka complètement indifférent à son charme la bouleverse. Elle essaie alors de le séduire en grimpant sur une échelle et en dévoilant ses jambes, espérant attirer son regard. Mais il passe à côté d'elle sans même s'arrêter. Déséquilibrée par son attitude, Mona tombe au sol et feint la panique pour attirer son attention. Mais Medaka continue son chemin, prétendant ne rien avoir vu. Plus tard, en classe, Mona demande la permission d'aller à l'infirmerie, prétextant un malaise. Le professeur désigne une élève pour l'accompagner, mais Mona attrape Medaka par le bras et l'entraîne avec elle. Une fois sur place, elle le plaque contre le mur, révélant qu'elle n'était jamais malade. Elle lui explique que l'infirmerie est toujours vide à cette heure-ci, leur offrant un moment seul. En tentant de le séduire, elle se sent frustrée. Medaka est le premier garçon qui la pousse à aller aussi loin juste pour attirer son attention. Elle lui demande alors ce qu'il pense d'elle, car son indifférence la trouble profondément. Medaka répond qu'il ne la déteste pas, mais son visage reste impassible. Mona considère cela comme une petite victoire. Jusqu'à ce qu'il retrouve immédiatement son expression froide. Déterminée, elle le tire vers elle, et dans la confusion, il tombe sur le lit. Malgré leur proximité, Medaka la regarde toujours avec mépris, ce qui la rend encore plus anxieuse. Elle ne comprend pas comment son charme peut être aussi inefficace. Convaincue qu'elle doit aller plus loin, Mona baisse légèrement son haut pour lui montrer son soutien-gorge, espérant enfin briser sa froideur. Mais Medaka, imperturbable, reste de marbre et se force à ne pas avoir de pensée déplacée. Voyant que même cela ne fonctionne pas, Mona éclate en sanglots et roule sur le côté du lit. Medaka, prévoyant qu'elle pourrait tomber, la rattrape juste à temps. Gênée, Mona lui demande de s'éloigner. Lui aussi devient rouge et précise qu'il n'a jamais eu de mauvaises intentions envers elle. Ayant dit cela, il quitte l'infirmerie, la main sur le visage de honte, mais revient peu après et suggère à Mona de se protéger et de ne montrer son corps qu'à quelqu'un qu'elle aime vraiment. En entendant cela, la jeune fille est enchantée par l'attention qu'il a portée à ses conseils, mais peu après, elle ne comprend pas pourquoi elle a autant apprécié. Après un moment, Mona retourne en classe et est abordée par les autres élèves qui lui demandent si elle va bien. À cela, elle répond oui et retourne s'asseoir à son bureau. Lorsqu'elle remercie Medaka pour son aide, Mona remarque qu'elle est incapable de le regarder dans les yeux et se demande pourquoi. Après tout, ce sentiment ressemble presque à de l'attirance. Avec cela, Mona se fixe un objectif clair dans sa vie, elle fera tout pour conquérir son cœur. Le lendemain, lorsqu'elle revient à l'école, elle essaie de lui parler à nouveau, mais Medaka lui adresse quelques mots avant de retourner à son attitude habituelle d'indifférence. En cours d'éducation physique, elle tente d'attirer son attention en faisant des exercices d'étirement et l'inviter à s'entraîner avec elle, mais il continue à l'ignorer. Voyant qu'elle ne progresse pas, Mona pense à une autre façon de capter son attention. Cette fois, elle soulève légèrement son haut, révélant son ventre, dans l'espoir qu'il la remarque. En la voyant ainsi, Medaka lui tourne immédiatement le dos pour protéger son esprit de pensées inappropriées. Quant à Mona, elle le suit, en chemin, et essaie de se convaincre qu'elle ne cherche pas à l'attirer pour lui-même, mais qu'elle est simplement curieuse de mieux connaître ce garçon capable de résister à ses charmes. Lorsqu'elle arrive à la fontaine où il se trouve, elle se penche pour boire de l'eau, sans intention particulière. Cependant, cette fois, Medaka la regarde avec une lueur d'admiration avant de détourner rapidement le regard. Remarquant ce changement soudain,
Mona décide de le provoquer un peu plus en versant de l'eau sur ses vêtements. En voyant son eau collée à son corps, Medaka devient rouge écarlate. Réalisant qu'elle est allée trop loin dans sa tentative d'attirer son attention, il lui tend sa chemise pour la couvrir avant de s'éloigner. Sur le chemin du retour, Medaka est interpellé par d'autres élèves qui le critiquent pour avoir maltraité Mona, d'autant plus qu'elle essaie d'être gentille avec lui. Ils s'arrêtent dans un parc pour discuter plus calmement, et Medaka leur révèle alors qu'il est l'héritier d'un temple sacré. Pour cette raison, il lui est interdit de se rapprocher des filles, car il doit garder son esprit pur, exempt de toute pensée impure. En entendant cela, les autres garçons sont surpris et demandent s'il a déjà eu une petite amie, ce à quoi il répond que non. Medaka explique qu'il a grandi entouré uniquement de personnes âgées et de chèvres, et qu'il n'a jamais eu l'occasion d'interagir avec des filles. Il ne sait même pas de quoi il pourrait leur parler. Les garçons comprennent enfin pourquoi Medaka se montre aussi distant avec Mona. Pour lui, les seules filles qu'il a vues étaient celles à la télévision, et il se rend compte que vivre à Tokyo sera un véritable défi, car la ville regorge de tentations. Ses amis lui suggèrent alors d'être au moins un peu plus gentil avec Mona, lui assurant que cela ne mettra pas son esprit en danger. Après réflexion, Medaka accepte de suivre leurs conseils, mais dans son esprit, il est troublé. S'il continue à interagir avec Mona, il risque de tomber amoureux d'elle, ce qui, pour lui, serait un désastre, car sa vie est entièrement dédiée à la religion, qui lui interdit toute relation amoureuse. Plus il pense à Mona, plus il imagine ce que ce serait d'être en couple avec elle. Mais il se reprend immédiatement, rejetant ses pensées impures de son esprit. Ses camarades, en voyant son expression troublée, comprennent enfin que lorsqu'il fait cette tête dégoûtée, ce n'est pas par mépris, mais simplement parce qu'il essaie de se débarrasser de pensées inconvenantes. Medaka leur confie alors qu'il s'est inscrit à l'école dans le but de renforcer son esprit et de résister à toute forme de tentation impure. Le lendemain, Mona revient lui parler et lui rend la chemise qu'il lui avait prêtée la veille. Comme d'habitude, Medaka garde son visage impassible. Mais elle se penche à son oreille et lui demande s'il aurait préféré qu'elle lui rende la chemise imprégnée de son parfum. À ces mots, Medaka tente à nouveau de se contrôler, luttant pour chasser toute pensée indécente. Quant à Mona, elle est encore plus motivée à le faire tomber amoureux d'elle et se promet de tout faire pour y parvenir. Le lendemain, Mona se réveille pour aller à l'école et, tout comme la veille, les gens continuent de la fixer où qu'elle aille. Après tout, la magie de la reine des abeilles est toujours active. Dès son arrivée en cours d'art, Mona est approchée par les mêmes garçons que d'habitude, et comme toujours, ils restent ensorcelés par elle, affirmant qu'elle est aussi charmante que jamais. Cependant, Mona n'en a rien à faire d'eux. À la place, elle attire une fois de plus l'attention de Medaka, lui demandant ce qu'il pense de la pose qu'elle prend. Lorsqu'il la regarde, il tente de se concentrer pour garder son esprit clair. Face à cette attitude, Mona est outrée et insiste pour qu'il la prenne comme modèle pour son dessin. En entendant cela, le garçon à côté d'elle est à deux doigts de s'arracher les cheveux, envieux du privilège que reçoit Medaka. Quant à Mona, elle fixe une règle, il n'a pas le droit de lui demander de poser nue. Juste après, elle précise qu'elle plaisantait, mais Medaka continue de la regarder avec un certain dédain, ne se préoccupant pas de son humeur joueuse. À ce moment-là, les deux garçons de tout à l'heure s'installent près de Mona en disant qu'elle est vraiment drôle. En réfléchissant à la situation, Mona se dit que ce sera la dernière fois que Medaka lui lance ce regard de mépris, car l'exercice du cours d'art impose aux élèves assis côte à côte de se dessiner mutuellement. Comme elle est la voisine de table de Medaka, il devra la dessiner de toute façon, qu'il le veuille ou non. En réalisant cette contrainte du cours, Mona jubile, car elle pourra l'utiliser à son avantage pour capter davantage l'attention de Medaka. Pendant ce temps, ce dernier reste assis dans son coin, tentant de dissimuler son admiration pour Mona, qu'il trouve toujours aussi belle que la veille. Lorsqu'il prend conscience de ses pensées parasites, il s'efforce de reprendre le contrôle. Mais Mona ne lui laisse aucun répit et attaque à nouveau en prenant une pause qui laisse la salle entière sans voix. Lorsqu'elle jette un coup d'œil à Medaka, elle remarque qu'il commence à rougir légèrement. Face à cette tentation, Medaka se ressaisit et se rappelle que résister à ce genre d'épreuve fait partie de son entraînement en tant qu'héritier du temple. Il parvient ainsi à se calmer progressivement et aborde son devoir artistique avec neutralité, sans laisser d'idées inappropriées l'envahir. Soudain, une élève assise à côté, nommée Haruno, perd sa concentration sur son propre modèle et commence à fixer Mona avec un regard intimidé. Trouvant cela étrange, Mona poursuit tout de même son travail et demande à Medaka où il en est dans son dessin. Il répond qu'il travaille sur son cou. En apprenant cela, Mona rougit aussitôt. Le simple fait qu'il observe cette partie de son corps suffit à lui faire penser à des choses qu'elle ne devrait pas submerger par cette sensation, elle n'arrive plus à se contenir et quitte précipitamment la salle sous prétexte qu'elle ne se sent pas bien. Elle se réfugie dans les toilettes et réalise que c'était le seul moment où Medaka lui prêtait vraiment attention. Elle s'en veut, car elle estime qu'il devrait toujours la regarder ainsi, et pas seulement dans un contexte scolaire. Pendant ce temps, Medaka reste pensif devant son dessin. Deux garçons s'approchent de lui pour voir son travail et lui demandent ce qu'il compte faire de ce portrait inachevé. Mais Medaka se concentre uniquement sur le fait d'éliminer ses pensées impures. Après cela,
il se rend à la bibliothèque et, en cherchant un livre pour un projet scolaire, il effleure accidentellement la main de Mona, qui voulait elle aussi prendre le même livre. Medaka lui tend immédiatement l'ouvrage avant de s'éloigner, évitant que ce simple contact ne déclenche chez lui des pensées embarrassantes. Pourtant, ce bref toucher agite son esprit comme un véritable séisme. De son côté, Mona reste figée, tentant de comprendre son comportement, jusqu'à ce qu'elle remarque une fois de plus Haruno en train de l'observer. Mais dès que cette dernière croise son regard, elle panique et s'éloigne. Intriguée, Mona décide de s'asseoir à côté de Medaka pour lire avec lui. Pendant qu'ils lisent, les autres garçons les regardent de loin, jaloux, souhaitant être à la place de Medaka pour profiter de la compagnie de Mona. Quant à Haruno, elle continue d'observer Mona avec obsession. En voyant cela, Mona se demande pourquoi elle ne vient pas lui parler directement. Puis, en y réfléchissant, elle se souvient que Haruno l'observait aussi en cours d'arrêt. Par coïncidence, Medaka était avec elle à ce moment-là. Elle en conclut alors que Haruno est en réalité intéressé par Medaka et qu'elle a un faible pour lui. Sentant une compétition s'installer entre elle et Haruno, Mona réalise que malgré tout le temps qu'elle passe avec Medaka, il ne la regarde jamais vraiment. Elle décide donc de changer de stratégie et commence à analyser le comportement de Haruno, persuadée que Medaka doit préférer des filles de son genre, discrètes et passionnées de lecture. Une fois son analyse terminée, Mona commence à imiter Haruno, allant même jusqu'à porter des lunettes pour se fondre complètement dans ce nouveau personnage. En la voyant ainsi transformée, les autres élèves de la bibliothèque se mettent à la vénérer à nouveau. Mais Mona ne se soucie que d'une chose, comment Medaka réagit à cette nouvelle version d'elle-même. Pour elle, à ce stade, il doit forcément avoir le cœur qui bat à tout rompre. Et en attendant, il la complimente mentalement, trouvant que Mona est très belle avec des lunettes. Cependant, ces mots restent bloqués dans sa tête. De son côté, Mona décide de pousser la séduction plus loin, plus précisément sur sa jambe. Elle commence à le caresser du bout des pieds, dans l'intention de le provoquer encore plus. À ce moment-là, Medaka se crispe à nouveau, et Mona, de son côté, décide d'être plus directe. Elle lui demande alors ce qu'il pense d'elle dans cette nouvelle apparence. Mais au lieu de répondre à sa question, Medaka lui fait remarquer que son pied est en train de le toucher. Pris au dépourvu, il quitte les lieux pour essayer de mieux se contrôler. Voyant que même cela n'a eu aucun effet sur lui, Mona est choquée. Puis, elle remarque que Haruno l'observe toujours et en déduit que cette fille est vraiment amoureuse de Medaka. À partir de là, Mona commence à la suivre partout, dans le but de mieux comprendre son comportement. Elle découvre ainsi que Haruno est une fille très serviable, arrosant les plantes de l'école et nettoyant le tableau sans que personne ne le lui demande. En constatant à quel point elle est gentille, Mona décide de continuer à la surveiller jusqu'à ce qu'elle lui trouve un défaut. Car ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra être sûre que Haruno n'a aucune chance de lui voler le cœur de Medaka. Cependant, lorsqu'elle voit Haruno se changer et aperçoit son corps parfaitement proportionné, Mona réalise qu'elle a affaire à une sérieuse concurrente. Les autres filles commencent alors à complimenter le physique de Haruno, avouant être jalouses de ses formes. Haruno, gêné, se montre plus modeste que d'habitude, ce qui agace encore plus Mona. À un autre moment, Mona se confie à elle-même, admettant que Haruno est une fille bien plus gentille et douce qu'elle. Étant donné que Medaka est dans l'équipe de réserve, il est fort probable qu'il finisse par se rapprocher de Haruno, qui lui correspond bien plus. Elle décide donc de redoubler d'efforts pour conquérir Medaka avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'en recevant un livre d'un autre élève, elle le remercie chaleureusement en lui disant qu'elle l'adore. Le garçon devient alors tout rouge et rentre chez lui aussi heureux que s'il venait de gagner à la loterie. Voyant cette réaction, Mona réalise qu'elle n'a jamais traité Medaka avec autant d'affection. Elle décide donc d'en tirer parti. Lors d'une autre rencontre, elle laisse tomber exprès son écharpe pour que Medaka la ramasse. Une fois qu'il lui rend, elle tente de le remercier en lui disant qu'elle l'aime, comme elle l'a fait avec l'autre garçon plus tôt. Mais lorsqu'elle essaie de prononcer ces mots face à lui, elle hésite. Soudain, le vent se lève et soulève sa jupe. Embarrassée, Mona décide de reporter sa déclaration à plus tard. En descendant les escaliers, elle a le sentiment d'avoir raté sa chance de surpasser Haruno. Un mois s'écoule depuis son arrivée dans cette école, et Mona est frustrée de voir que Medaka ne montre toujours aucun signe d'intérêt pour elle. Pour ne rien arranger, elle est désignée représentante de classe aux côtés de Haruno, sa rivale directe. Lorsqu'elle se retrouve seule, Mona réalise qu'elle n'arrive pas à déchiffrer les intentions de Haruno, qui semble pourtant très à l'aise à ses côtés. Cela l'énerve encore plus, car elle a l'impression d'être sous-estimée. Pendant leur conversation, Haruno laisse accidentellement entrevoir l'écran de son téléphone. Surprise, elle le cache rapidement et dit à Mona qu'elle ne peut pas voir ce qu'il contient. Intriguée, Mona insiste pour jeter un coup d'œil, mais Haruno refuse fermement, affirmant que si elle voyait, elle la détesterait pour toujours. En la poursuivant, Mona lui assure qu'elle ne la haïra pas tant qu'elle garde ses mains loin de Medaka. Finalement, en trébuchant avec Haruno, Mona parvient à attraper son téléphone et découvre avec stupéfaction que celui-ci contient de nombreuses photos d'elle, prises à son insu. Pris en flagrant délit, Haruno fond en larmes et avoue qu'elle a toujours été une grande fan de Mona.
Elle a conservé ses photos sur son téléphone pour pouvoir l'admirer même lorsqu'elle n'était pas à l'école. Pour détendre l'atmosphère, Haruno précise qu'elle n'a que 300 photos de Mona, ce qui n'est presque rien selon elle. En entendant cela, Mona se sent immédiatement soulagée, réalisant que Haruno n'était pas intéressé par Medaka. Mais en repensant au moment où elle lui a demandé de ne pas toucher à Medaka, Mona comprend qu'elle a laissé échapper son véritable sentiment. Tentant de se rattraper, elle prétexte qu'elle parlait en réalité d'un poisson nommé Medaka. Mais Haruno ne tombe pas dans le piège et lui répond qu'elle a déjà remarqué son changement de comportement depuis que Medaka a rejoint l'école. Mona continue d'inventer des excuses, mais Haruno insiste en affirmant qu'elle la soutiendra désormais dans sa conquête de Medaka, car elle sait qu'elle a un faible pour lui. En ce moment, tous les garçons se mettent au travail pour le festival scolaire. Mona est très occupée, et Tsubomi lui dit que, comme sa sœur fait partie du club de théâtre, elle peut les aider avec des costumes. Elle lui souhaite aussi bonne chance pour briller avec le protagoniste. Mona ne sait pas quoi faire dans cette situation, car elle avait demandé à Tsubomi de s'éloigner de Medaka. Maintenant, Tsubomi croit qu'elle est follement amoureuse de lui. Pour couronner le tout, la blonde vient de se rappeler qu'elle n'a encore rien accompli avec le protagoniste. Après les cours, toutes deux vont voir les costumes disponibles. Mona veut que toute la classe voie le matériel avant de l'utiliser, mais Tsubomi lui suggère d'essayer un costume de domestique, car il pourrait lui aller à merveille. Mona pense qu'il vaudrait mieux attendre un autre moment, mais Tsubomi lui raconte soudain qu'il existe une légende au lycée liée au festival, celle du podium du destin, ou pont de l'amour. La blonde ne comprend rien, alors Tsubomi l'appelle à la fenêtre. Elle lui montre un endroit dont on dit que, si pendant le festival tu tiens la main de la personne que tu aimes à cet endroit précis, vous tomberez amoureux pour toujours. On dit que cela provoque chaque année de nombreuses histoires d'amour. C'est pourquoi Tsubomi dit qu'elle commencera à prier pour que Mona et le protagoniste puissent se tenir la main à cet endroit. La blonde insiste sur le fait qu'elle ne devrait pas penser qu'elle est amoureuse de Medaka. Mais quelqu'un d'autre vient parler à Tsubomi, et la discussion s'arrête là. Mona ne sait pas comment expliquer à Tsubomi qu'elle n'aime pas le protagoniste, mais en voyant un costume, elle comprend que la meilleure manière est de faire tomber le protagoniste amoureux d'elle, et pour cela, elle va utiliser le festival scolaire. Elle commence à réfléchir au costume parfait pour l'occasion, mais aucun ne la convainc totalement. Elle sait qu'il lui faut quelque chose de bien plus marquant. Après un moment de recherche, elle trouve le costume idéal ou presque, car il est un peu trop osé pour l'école. Malheureusement pour elle, alors qu'elle l'enlève, Medaka arrive, provoquant une situation incroyablement gênante. Il lui demande pourquoi elle est habillée de cette façon, et Mona répond qu'elle essayait simplement des costumes pour le festival. Medaka dit qu'il est venu déposer des feuilles, mais qu'il va partir tout de suite pour ne pas la mettre mal à l'aise. Mais pour couronner le tout, la voix de Tsubomi se rapproche de plus en plus, et Mona sait que si elle les voit ainsi, elle pensera qu'elle a mis ce costume exprès pour séduire le protagoniste. Alors, elle l'attrape et se cache avec lui au dernier moment. Tsubomi ne sait pas où Mona a bien pu aller. En plus, il y a des feuilles éparpillées et la pièce est en désordre. Medaka et Mona ne savent pas quoi faire, ils sont très gênés et doivent rester cachés jusqu'à ce que Tsubomi parte. Le cœur de Mona bat fort, alors elle essaie de s'éloigner un peu. Le pauvre protagoniste tente de se concentrer du mieux qu'il peut pour ne pas perdre la tête face à tant de tentations. Le souffle de Medaka trouble Mona, et elle sait que si ça continue, elle n'y arrivera pas. Heureusement pour eux, la même fille d'avant rappelle Tsubomi, alors elle part. La torture est terminée pour eux deux, ils peuvent enfin se détendre un peu. Mona vient de réaliser qu'elle a peut-être, juste peut-être, réussi à donner le coup fatal au protagoniste. Il se pourrait qu'il soit enfin tombé amoureux, à moins qu'il ait encore sa tête d'enterrement habituelle. Elle se regarde dans le miroir et pense que son costume est peut-être un peu trop osé, et que, comme il n'est pas mignon, il n'a peut-être pas plu au protagoniste. Elle est sûre que ce n'est pas mignon. Mais attention, le protagoniste vient d'entendre ce qu'elle vient de dire et lui répond que non, en réalité elle est très jolie, même s'il lui conseille de ne pas trop en montrer. Cela la fait rougir à un point qu'elle n'arrive pas à y croire. Quelques secondes plus tard, elle se fâche, ne comprenant pas pourquoi c'est elle qui s'émeut, alors que ça devrait être l'inverse. De son côté, Medaka est aussi nerveux. Il vient de dire à la blonde qu'elle était jolie et sent que son cœur va exploser. Le pauvre ne comprend pas pourquoi il a fait ça, lui qui est censé ne pas être gentil avec les filles. Le lendemain, la classe accueille Mona comme d'habitude. Mais quand elle arrive près du protagoniste, elle est un peu nerveuse, tout en étant sûre que ce qu'il lui a dit était vrai. Elle sait qu'il est enfin tombé sous le charme de la reine des abeilles. Elle le salue, mais encore une fois, ce qu'elle voit en premier, c'est un visage très fermé. Elle ne comprend vraiment pas ce qui se passe avec ce type. Le jour du festival est enfin arrivé. La classe a décidé d'ouvrir un café à thème lapin, et c'est un tel succès que la file d'attente dure 30 minutes. Tout cela grâce à Mona. Minami, pendant qu'elle mange, propose à Asahi d'aller voir d'autres stands, mais celle-ci préfère attendre un peu. Apparemment, elle veut voir quelqu'un. Minami lui dit que cette personne est dans la cuisine et qu'elle ne la verra pas avant la fin. Coïncidence, Medaka est justement en cuisine. C'est la fin de son tour,
et Mona doit attendre. Elle lui demande de se reposer un peu avec elle. Il dit que ce n'est pas nécessaire, mais Mona insiste, il est en cuisine depuis le début, il devrait au moins manger quelque chose. À sa grande surprise, il mange la commande d'un client, donc il est prêt à continuer à travailler. Évidemment, il se fait gronder. Mona ne comprend pas pourquoi Medaka la rejette plus que jamais, alors qu'il devrait déjà être tombé amoureux d'elle. Malgré tout, elle n'a pas l'intention d'abandonner. Elle compte le faire tomber amoureux avant la fin du festival. Soudain, Medaka porte des oreilles de lapin. Tsubomi lui demande, s'il est si motivé à travailler, d'aller faire la promotion du café dans toute l'école, avec Mona. Il hésite, mais Tsubomi insiste, elle est la responsable de classe pour ce festival. Mona sait que cela l'arrange, mais elle perd son sourire en se rendant compte que Tsubomi a fait cela pour l'aider. Quoi qu'il en soit, elle ne compte pas laisser passer l'occasion. Pendant qu'il marche, Mona explore et essaie de découvrir ce qui pourrait plaire au protagoniste. Soudain, elle tombe sur une maison hantée, ce qui lui fait très peur. Mais surprise, Medaka semble adorer ça. Elle lui demande s'il veut y entrer, mais il dit que non, que ça ne l'attire pas. Évidemment que si. Mona est agacée par son comportement. Malgré sa peur, elle trouve le courage nécessaire pour y entrer avec lui. À l'intérieur, l'ambiance est très tendue. Un gars surgit en criant, ce qui effraie beaucoup Mona. Elle passe un très mauvais moment, mais essaie de rester près de Medaka, qui, lui, est fasciné. Les frayeurs sont bien faites, l'air froid ajoute du réalisme, et la déco est très réussie. On sent que ceux qui ont monté ça ont fait beaucoup d'efforts. Medaka se sent comme dans son ancien village. Soudain, Mona reste coincée dans des pierres tombales décoratives. Elle demande de l'aide à Medaka, mais il est tellement absorbé qu'il ne l'entend même pas. Elle doit lui attraper la chemise pour qu'il lui prête attention. Mais il tombe alors sur un panorama, un peu plus suggestif que prévu. Forcément, Mona est embarrassée, elle détruit un mur, s'enfuit en criant qu'elle déteste les maisons hantées plus que tout. Pendant ce temps, à la cafétéria, Tsubomi espère que ces deux-là s'en sortent bien, mais en cuisine, elle est nulle. De retour avec nos deux tourtereaux, ils finissent par libérer Mona de la pierre tombale. Elle décide de ne plus jamais faire ce que lui aime. Mieux vaut suivre un chemin plus excitant, direction les crêpes. Évidemment, elle en prend une pour chacun. Mais en mangeant, elle se salit un peu. Le protagoniste doit lui faire remarquer. Mona lui demande alors de lui nettoyer lui-même. Mais là, un oiseau surgit de nulle part et emporte sa nourriture. Vraiment, quelle malchance. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. Il faut donc essayer autre chose, aller à un concert. Pendant le show, Medaka bouge un peu, et comme Mona ne voit rien, elle se trompe et demande à un autre gars de la porter sur ses épaules, ce qui ruine encore ses plans. Elle change de stratégie, maintenant, ils vont faire des formes avec des ballons. Même si elle essaie d'attirer son attention, lui est très concentré sur ce qu'il fait. Mona ne sait plus quoi faire. Tout a échoué. Elle est désespérée de ne voir aucun résultat, et en plus, le festival se termine dans 1 heure. Ils arrivent ensuite dans un endroit rempli de couples. Elle se rappelle soudain que c'est l'endroit dont Tsubomi lui avait parlé il y a quelques jours, le pont de l'amour. À la cafétéria, tout va de mal en pis. Personne ne peut remplacer le protagoniste en cuisine. Asahi abandonne elle aussi, elle ne pourra pas voir la personne qu'elle voulait, alors elle part rejoindre son club. Revenons au protagoniste, qui était sur le pont de l'amour. Mona se rendit compte que les couples là-bas se tenaient par la main, croyant à la légende selon laquelle ceux qui le faisaient tomberaient amoureux pour toujours. Mona entendit alors des élèves murmurer qu'elle était là avec un garçon, ce qui les fit penser qu'ils étaient peut-être ensemble. Cette situation était problématique pour Mona, car elle risquait de s'occuper davantage de personnes comme Haruno. Le protagoniste lui proposa alors de retourner en classe, mais Mona, trouvant une solution à la vitesse de la lumière, suggéra à Medaka de promouvoir le café, pensant que cela attirerait des couples. Ils commencèrent à faire la promotion du café, et ce fut un succès, plusieurs couples commencèrent à s'y intéresser. Mona se rendit compte que c'était une excellente occasion de faire tomber Medaka amoureux. Elle lui dit que le pont s'appelait le pont de l'amour et qu'on disait que tout couple qui se tenait la main là-bas pendant le festival était destiné à s'aimer pour toujours. Après lui avoir dit cela, elle lui effleura doucement la main et lui demanda si son cœur s'était emballé. Medaka, pensant que cette légende était trop risquée, ne répondit rien et s'éloigna. Mona fit alors semblant de tomber au sol et demanda de l'aide à Medaka pour se relever. Elle pensait que c'était un plan parfait, car cela les forcerait à se tenir la main, ce qui le marquerait à jamais. Mais Medaka, en véritable gentleman, la saisit par les aisselles pour l'aider à se relever. Il s'éloigna ensuite, laissant Mona toute gênée, se demandant pourquoi il l'avait soulevée de cette manière. Malgré tout, Mona ne comptait pas abandonner, car il restait encore 1 heure avant la fin du festival. Elle partit à sa recherche, espérant toujours avoir une chance. Elle le retrouva et lui dit de ne pas partir sans elle, qu'il était encore trop tôt. À ce moment-là, les filles de leur classe les retrouvèrent et leur demandèrent de revenir, car beaucoup de couples étaient arrivés d'un coup au café et elles ne pouvaient pas gérer seules. Mona, bien qu'elle ne veuille pas, n'eut pas d'autre choix que d'aller aider. 1 heure plus tard, à 17 h, le festival se termina.
Mona n'en revenait pas, elle avait encore échoué. Furieuse, elle songea à rentrer chez elle pour dormir. Mais Haruno remarqua son attitude et comprit que son plan pour séduire Medaka avait échoué. En tant que chef du comité, elle ordonna à Medaka d'aider Mona à transporter les tables. Quand elle dit que c'était un ordre, les autres furent étonnés de la voir aussi directive. Plus tard, pendant qu'il rangeait les tables, Medaka dit à Mona qu'elle devrait faire attention où elle marche. Tête baissée, elle répondit que le soleil l'aveuglait, donc il devait la guider pendant qu'elle surveillait ses pas. En réalité, Mona n'avait plus la force de relever la tête. Medaka remarqua quelque chose, mais ne dit rien. Ce silence tuait Mona, alors elle demanda à Medaka s'il s'était amusé au festival. Il ne répondit rien, ce qui la fit regretter sa question. Elle se dit que c'était évident qu'il ne s'était pas amusé, qu'elle avait tout gâché, que rien n'avait bien marché ce jour-là. En pensant à tout cela, elle se cogna contre des caisses. Medaka la saisit par la main pour la protéger. C'est alors que Mona réalisa qu'il se tenait par la main sur le pont de l'amour. Elle devint toute rouge, mais Medaka lâcha vite sa main en disant que ça ne comptait pas, car le festival était déjà fini. Elle lui répondit qu'il avait raison, tout en se demandant pourquoi elle rougissait autant. Medaka lui confia qu'en réalité, il s'était bien amusé au festival, car il n'avait jamais vécu quelque chose de pareil. Ces mots firent battre le cœur de Mona plus fort. Le lendemain à l'école, Mona et Haruno remarquèrent qu'il y avait plus de couples qu'avant. Leur ami commenta que la légende était vraie. Cela fit repenser Mona à ce qui s'était passé la veille avec Medaka, mais elle ne voulait plus y penser. Haruno, curieuse, lui demanda ce qui s'était finalement passé sur la passerelle de l'amour. Mona évita la question. Puis elle vit passer Medaka, ce qui fit battre son cœur. Medaka sentit son regard et se retourna, mais Mona, prise de panique, se cacha. Elle ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Mais puisqu'elle savait que son attaque de la veille avait fonctionné, elle n'allait pas abandonner. Elle sortit et salua le groupe, rejoignant les autres avec naturel. Les amis de Medaka les invitèrent, elle et Haruno, à aller jouer au bowling. La blonde, voyant une occasion de se rapprocher de Medaka, accepta. Après avoir fait un strike parfait, elle fit un check avec tout le monde. Medaka hésita à lui taper dans la main, mais finit par le faire. À cet instant, Mona se rappela qu'il lui avait tenu la main sur le pont, ce qui la fit rougir intensément. Elle ne put le toucher et s'enfuit en disant que ses lacets étaient cassés. En fuyant comme une flèche, elle pensait qu'elle aimerait oublier cette scène avec Medaka. De son côté, Medaka pensait avoir eu un choc, il n'avait jamais fait de check avec une fille. Il se gronda intérieurement, se rappelant qu'il était allé dans un lycée mixte pour entraîner son mental. Pourtant, il ne pouvait pas arrêter de penser à ce moment sur le pont de l'amour avec Mona. Mona, elle, regrettait d'avoir été aussi nerveuse, car sinon elle serait assise à côté de Medaka au lieu d'être seule comme une patate. Prenant son courage à deux mains, elle alla s'asseoir à côté de lui. En le voyant boire du cola, elle lui dit qu'elle avait soif et demanda si elle pouvait boire une gorgée. Le protagoniste lui répondit qu'il avait déjà bu à la bouteille. Cela gêna un peu Mona, mais elle se dit que ce n'était pas grand-chose. Elle se força alors à boire directement à la bouteille de Medaka. Haruno réussit un strike aussi. De retour à Mona, elle dit à Medaka que la boisson était bonne. Mais boire à sa bouteille, c'était un baiser indirect. Elle voulut lui rendre la bouteille, mais lui, se rappelant son entraînement, fit une grimace et dit que ce n'était pas nécessaire. Quelques jours plus tard, tout le monde portait l'uniforme d'hiver, et bien sûr Mona attirait tous les regards avec sa beauté. Voyant que Medaka ne l'avait pas encore mis, elle l'encouragea à l'enfiler, vantant ses variantes de couleurs. Encore une fois, elle tenta de le séduire en mettant ses mains dans ses manches et en lui demandant s'il avait froid aux doigts. Lui, stoïque, répondit que le froid ne le dérangeait pas. La blonde comprit qu'il restait un os dur à ronger. Les amis de Medaka lui envoyèrent un message lui donnant rendez-vous derrière l'école. Son ami à lunettes lui demanda pourquoi il ne pouvait pas être un peu plus gentil avec Mona. Medaka répondit qu'il devait suivre ses dogmes, mais l'autre répliqua, si sa religion interdisait l'amour, il lui suffisait de ne pas tomber amoureux de Mona. Il lui fit remarquer que Mona devait être triste d'être traitée ainsi alors qu'elle était toujours gentille avec lui. Et s'il continuait à agir de la sorte, ce ne serait qu'un pauvre type sans cœur. Yuzuru, d'abord neutre, se dit qu'il voulait aussi voir le sourire de Mona, et demanda à Medaka si parler avec une fille violait ses dogmes. Il répondit que non, alors Yuzuru lui dit que ses dogmes incluaient le fait de bien traiter les autres, donc il devait le faire, car Mona l'aidait depuis le début du lycée. En partant, il croisa Haruno qui lui demanda pourquoi il était toujours si froid avec Mona. Il essaya de s'expliquer, mais elle ne le laissa pas parler. Elle ne supportait plus qu'il la traite ainsi alors qu'elle était si gentille. Avant de partir, elle lui dit qu'il était celui qui traitait le plus mal Mona dans toute l'école. Ces mots le firent se sentir mal. Il pensait que c'était elle qui l'agaçait le plus, mais il la vit alors, toute gentille, aider un professeur à porter du matériel. Il repensa à tout ce que ses amis lui avaient dit. Plus tard en classe, Mona avait oublié son livre, et le cours allait commencer. Medaka s'en rendit compte et, voulant être gentil, lui proposa de partager son livre. Elle accepta,
mais se rendit compte qu'il était effectivement gentil avec elle, ce qui la perturba. Medaka comprit que ses amis et Haruno l'avaient poussé à bien la traiter, et décida de rapprocher sa table de la sienne. De son côté, Mona regrettait d'avoir gâché sa chance, surtout que c'est lui qui était venu vers elle. Elle vit alors qu'il avait calmement déplacé sa table pour la rapprocher de la sienne. Il lui expliqua qu'il avait eu peur de sa réaction soudaine. Medaka lui dit que si elle ne voulait pas partager le livre, ce n'était pas grave. Mais Mona répondit qu'elle le voulait. Le sourire revint alors sur le visage de Mona. Haruno, qui observait tout, prit une belle photo. Medaka, de son côté, se dit qu'il lui suffisait de ne pas tomber amoureux d'elle. Quelques jours plus tard, Mona allait se lever comme d'habitude, mais elle ne put le faire car il pleuvait. Là-bas, les jours pluvieux lui font toujours baisser le moral. Cependant, ce jour-là était différent, car même s'il pleuvait, Mona se sentait très bien. Au point que le sol humide lui paraissait être un tapis rouge qui accueillait une gagnante comme elle. Mona était si heureuse, car même si cela lui avait pris un peu de temps, Medaka avait enfin commencé à tomber sous son charme. Tout de suite, Mona vit le protagoniste au loin et pensa que même le destin était de son côté, et que son règne d'abeille reine continuait sans rival. Elle s'approcha alors de lui et lui demanda pourquoi il n'avait pas de parapluie. D'ordinaire, Medaka aurait froncé les sourcils au maximum, mais cette fois il réussit à se contenir un peu et lui expliqua qu'il avait vu un chat et ses chatons trempés sous la pluie, et qu'il leur avait laissé son parapluie. En apprenant cela, Mona faillit ressentir quelque chose pour lui, mais elle se rappela qu'elle ne devait pas céder. Elle lui dit alors que s'il attendait que la pluie cesse, il serait en retard. Mona saisit l'occasion et proposa au protagoniste de partager son parapluie. Medaka dit que ce n'était pas nécessaire tout en la regardant comme une cafarde, mais il se souvint de ce que son ami lui avait dit et, cessant de la regarder de travers, accepta la proposition. Il demanda toutefois à tenir le parapluie puisqu'il était plus grand. Ils commencèrent donc à marcher ensemble sous le même parapluie, et Mona était aux anges car cette scène n'aurait jamais pu se produire quelques jours plus tôt. Elle remarqua vite que l'épaule du protagoniste se mouillait, ce qui faillit la faire rougir, mais elle reprit ses esprits. Comme ils partageaient un parapluie, elle pensa qu'elle devait en profiter pour tester les limites de Medaka et se rapprocher de lui. Elle lui fit remarquer que son épaule était mouillée, mais il répondit que ce n'était pas grave. Mona utilisa l'excuse qu'il pourrait tomber malade et se rapprocha un peu plus. Voyant qu'il ne réagissait pas, elle attrapa la main qui tenait le parapluie. Cela poussa Medaka à s'éloigner, mais il faillit heurter un poteau, ce qui donna à Mona une autre excuse pour l'inviter à se rapprocher encore. En arrivant à l'école, ils entrèrent par la porte arrière qui longeait le gymnase pour éviter la pluie. Là, Mona remarqua qu'Asahi jouait très bien au basket. Certaines filles disaient même que, bien qu'elle soit en première année, elle était déjà une étoile montante. À ce moment, le parapluie de Mona tomba, ce qui fit qu'Asahi se retourna et vit le protagoniste. Elle se déconcentra et tomba, et le ballon faillit frapper Mona, mais Medaka l'arrêta avec sa main. Asahi se releva aussitôt et s'excusa auprès de Mona, ajoutant que si elle voulait les regarder, elle pouvait le faire depuis les gradins pour ne pas se blesser ni les distraire. L'une des coéquipières d'Asahi lui dit de respecter ses aînés, mais Mona dit que tout allait bien, même si dans sa tête elle trouvait Asahi insolente. Elle décida de partir, mais Asahi la retint pour l'emmener à l'écart et lui demander ce qu'il y avait entre elle et Medaka. Mona répondit qu'ils n'étaient que des camarades de classe. Asahi rétorqua qu'il n'était pas normal que de simples camarades arrivent ensemble au gymnase dès le matin, surtout avec un seul parapluie. Quand elle lui demanda s'ils l'avaient partagé, Mona dit oui. Asahi osa alors demander s'ils sortaient ensemble. Mona nia, mais Asahi trouva cela louche, elle-même ne partagerait jamais un parapluie avec un garçon qui n'était pas son petit ami. Mona expliqua que c'était par hasard, car Medaka n'avait pas de parapluie et elle lui avait proposé de partager. Asahi devint de plus en plus agressive et lui demanda si elle aimait Medaka. Mona nia encore. Plus tard, Mona demanda à Medaka s'il connaissait Asahi, la première année, mais il dit que non. Mona trouva étrange qu'Asahi connaisse son nom, mais que lui ne la connaisse pas. Elle fit alors le lien, si Asahi la détestait, c'était sans doute parce qu'elle était amoureuse de Medaka. C'était la seule explication possible. Personne n'agirait ainsi avec un inconnu. Plus tard, au deuxième étage, Mona demanda à Haruno si elle connaissait Asahi Shonan. Par chance, Haruno la connaissait bien, Asahi était très populaire, star de l'équipe de basket, déjà apparue aux infos malgré sa première année. D'autres camarades confirmèrent qu'Asahi était brillante et distante, mais que les fans adoraient cette attitude froide. Mona reconnut qu'Asahi était impressionnante, mais on lui dit qu'elle, Mona, était plus joyeuse et mignonne. Mona réalisa que la concurrence serait rude si une fille comme Asahi aimait Medaka. Mais elle se rassura, le protagoniste ne la connaissait même pas. Yuzuru vint prévenir Mona que quelqu'un voulait la voir. Toute souriante, elle sortit, pour découvrir qu'il s'agissait d'Asahi. Son visage changea aussitôt. Asahi voulait reprendre leur conversation interrompue du matin. Mais tout s'arrêta quand Medaka apparut dans le couloir. C'était une situation catastrophique pour Mona, si Asahi posait la moindre question devant lui, ce serait un désastre. Elle proposa de parler ailleurs,
mais Asahi rougit comme une tomate et son attitude changea radicalement devant Medaka. Il la reconnut comme la joueuse de basket, ce qui fit qu'Asahi trébucha et tomba, exposant sa culotte. Mona nota que son attitude autoritaire avait disparu dès qu'elle voyait Medaka, confirmant qu'elle était folle de lui. Avant de partir, Asahi déclara la guerre à Mona en disant qu'elle ne perdrait pas. Le lendemain, Mona était furieuse. En 17 ans de vie, jamais personne ne lui avait déclaré la guerre. Quand Medaka arriva et vit Asahi, il lui dit que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait l'appeler. La fille, rouge et balbutiante, le salua. Mona réagit aussitôt pour défendre ce qui était à elle et salua Medaka aussi. Elle n'en revenait pas qu'Asahi joue maintenant les timides alors qu'hier elle avait montré sa culotte. Toute gentille, Mona proposa à Medaka d'entrer en classe, et la cloche sonna. Medaka dit à Asahi qu'elle devait retourner dans sa classe aussi. Plus tard, Mona vit que Medaka retenait enfin le nom d'Asahi et pensa qu'elle serait perdue si jamais il aimait les filles, distantes mais tendres. Dans la classe d'Asahi, cette dernière disait à son ami que Medaka était le meilleur. Son ami lui conseilla de d'abord se faire remarquer par lui, mais Asahi avoua qu'elle était trop nerveuse devant Medaka. Elles entendirent alors des garçons dire qu'ils préféraient quand les filles laissaient un peu de mystère, ce qui dégoûta Asahi. Plus tard, en cours de sport pour les secondes années, il pleuvait et c'était basket. Mona se jura que, quand on parlerait de joueuse star, Medaka ne penserait qu'à elle. Les garçons commencèrent à jouer, mais Medaka était nulle. Puis vint le tour des filles, et Mona donna tout. Elle était étonnamment douée, belle, parfaite, et réussit même le panier final. Ses camarades l'admirèrent. À la fin, Medaka dut ramasser les ballons car il avait perdu un pari avec ses amis, qui l'abandonnèrent. Mona resta pour l'aider et lui proposa de s'entraîner pour ne plus perdre. Tandis qu'elle ramassait les ballons, elle lui demanda de tenter un tir. Medaka se concentra, et Mona s'approcha par derrière sous prétexte de corriger son angle. Ses seins touchaient son dos, mais Medaka essayait de rester calme. Mona se demanda si sa technique marchait, mais ne pouvait pas voir son visage. Soudain, Asahi arriva et demanda ce qu'il faisait. Mona expliqua qu'elle lui apprenait à viser. Medaka confirma. Mona était frustrée, car le meilleur moment était gâché. Asahi n'y crut pas et dit à Mona qu'elle aimait Medaka. La blonde nia encore. Asahi trouva tout ça suspect, si elle ne l'aimait pas, elle ne se collerait pas ainsi. Asahi déclara alors qu'elle pouvait, elle aussi, lui apprendre à améliorer ses tirs. Elle fit une planche pour montrer que la force du torse était importante. Medaka l'imita, mais effleura son soutien-gorge, ce qui le fit rougir. Mona le remarqua et fit aussi une planche pour lui montrer la bonne posture. Medaka vit sa poitrine et essaya de rester calme. Asahi lâcha une bombe en lui demandant s'il n'aimait pas les petites poitrines. Medaka s'enfuit en courant. Plus tard, Asahi et Mona regrettèrent leur comportement.